Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet de dissertation. Alors, vous avez sous les yeux un sujet, vous voyez donc comment ça se présente, puisque parmi les sujets, eh bien, vous en avez deux qui ne vous intéressent pas, et il n'y a que celui qui a été étudié en classe qui vous intéresse, c'est-à-dire, là dans le cas précis, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Vous repérez aussi dans quel objet d'étude se situe cet exercice, c'est-à-dire les connaissances sur le roman et le récit du Moyen-Âge au XXe siècle. Rappelez-vous également que si vous prenez la dissertation, eh bien pour l'introduction, vous devez utiliser les éléments de connaissances qui existent dans vos introductions d'explication de texte, plus évidemment les connaissances acquises dans les introductions se rapportant à l'objet d'étude et à l'œuvre de Madame de Lafayette. Ayez aussi dans l'esprit l'intérêt du parcours individu, moral et société qui peut vous aider à enrichir ou voire même élaborer votre plan. On regarde le sujet. Selon vous, Madame de Lafayette condamne-t-elle son héroïne dans La Princesse de Clèves? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur le roman de Madame de Lafayette, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Alors en fait, concrètement, le sujet se rapporte au livre de Madame de Lafayette et les autres références peuvent éventuellement vous servir de comparaison à l'intérieur de la dissertation, mais en fait, concentrez-vous surtout sur l'œuvre de Madame de Lafayette. Alors, vous voyez qu'il y a une question qui est posée, et que cette question, eh bien, maintenant nous savons l'interpréter. Il s'agit d'une question directe, et surtout d'une interrogation totale, c'est-à-dire d'une interrogation dont la réponse peut être oui ou non. Et donc, cela va nous permettre de construire notre plan en fonction de ces deux axes. Et évidemment, vous choisirez l'axe que vous préférez et vous le placerez en deuxième partie, puisque pour l'examinateur, ce sont les derniers arguments et les derniers exemples que vous fournirez qui lui paraîtront les plus percutants. Donc vous conservez la solution la plus proche de vos idées dans le deuxième axe. Après, on regarde les mots-clés. Premier mot-clé, c'est que la question est centrée sur l'héroïne, c'est-à-dire sur la princesse de Clèves, mais vous voyez que le mot héroïne est à étudier, hein, et vous vous rappelez que dans un roman, il y a deux sens à ce mot héroïne. Premièrement, le personnage principal, et deuxièmement, un personnage extraordinaire. Par sa personnalité et par ses actions. Et donc, évidemment, le début de la phrase, Madame de Lafayette condamne-t-elle, eh bien, semble aller en opposition avec ce mot, et donc, évidemment, c'est là que se pose le problème. Alors, donc, deux axes. D'un côté, on peut trouver des arguments et des exemples qui montrent que Madame de Lafayette condamne son héroïne, et par d'autres aspects, au contraire, elle la valorise. Alors moi, j'ai choisi cet ordre-là, c'est-à-dire que je pense que dans la balance, la valorisation du personnage, et peut-être que le sujet nous invite à cela, la valorisation de l'héroïne l'emporte sur
la condamnation. Alors, je vous rappelle que lorsque vous avez un sujet de type oui non, il ne s'agit pas de proposer dans un premier acte oui, je suis d'accord avec cette idée de condamnation, et dans un deuxième acte de dire strictement le contraire. Il faut trouver une logique qui permet d'aller de l'un à l'autre, et cette logique, on l'appelle la logique de la concession. Qu'est-ce que c'est cette logique? Eh bien, c'est une logique qui se fait en deux temps. Dans un premier temps, on admet les idées qui s'opposent à nos propres idées, tout en reconnaissant qu'elles sont intéressantes et intelligentes. Et dans un deuxième temps, au lieu de s'y opposer, on essaye de les dépasser en montrant que nos propres idées sont supérieures aux précédentes. Cela donne un premier axe qui va dans ce sens-là. Effectivement, l'auteur semble condamner son héroïne. Vous voyez que je prends des précautions dans le connecteur logique que j'utilise, hein, et aussi dans le verbe que j'utilise, qui marque l'idée que j'admets des idées qui ne sont pas forcément les miennes. Alors, quels sont les trois arguments que je vais donner? D'abord, par l'enchaînement des épisodes romanesques qui la conduisent à sa perte. Alors, on voit bien, en particulier au début, que cet enchaînement dépasse le personnage, puisque successivement, autour de sa personne, se réalisent deux coups de foudre. Le coup de foudre, d'abord, du prince de Clèves qui va déboucher sur le mariage, mais ensuite le coup de foudre réciproque que vont connaître la princesse, déjà mariée cette fois, avec le duc de Nemours. Deuxième raison qui semble permettre de dire que l'auteur condamne son héroïne, c'est que au cours du livre, eh bien, à partir de cet enchaînement de circonstances, elle semble pousser à commettre des fautes morales. Quelles sont-elles, ces fautes morales? Eh bien, au départ, celle du mensonge vis-à-vis de son mari, même si ensuite elle va lui avouer son inclination pour le duc de Nemours, la complicité secrète qui existe entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves, la dissimulation qu'ils sont obligés de faire pour le reste de la cour, toutes ces choses-là sont jugées comme des fautes morales, en particulier par la mère de mademoiselle de Chartres, ou de la princesse de Clèves, donc madame de Chartres, qui souvent est une sorte de porte-parole de l'auteur elle-même. Et enfin, la condamnation, c'est aussi dans l'enchaînement des événements d'une certaine façon tragiques pour l'héroïne, c'est-à-dire son destin malheureux, puisque l'aveu va, bien qu'il soit un aveu de pureté de la part de la princesse, va conduire son mari à une passion morbide, puis à la mort. Ensuite, il va, au moment où elle est libre, eh bien, elle va avouer qu'elle suspecte le duc de Nemours de devenir infidèle lorsque ils seront mariés. Et enfin, la fin du roman se termine assez abruptement pour la princesse de Clèves, puisque elle se coupe du monde, elle se coupe de la vie, et à la recherche d'une certaine paix de l'âme, mais que très rapidement, le texte nous l'indique, elle décède. Malgré tous ces arguments et ces exemples, eh bien, moi, j'aurais tendance à considérer que
la princesse de Clèves reste une véritable héroïne de roman, et c'est ce que je voudrais montrer dans la deuxième partie. Vous voyez que, évidemment, cette idée, malgré toutes les nuances qu'on a prises dans la première partie, s'oppose à la précédente. Alors pourquoi la princesse de Clèves reste-t-elle pour moi une véritable héroïne? Eh bien d'abord parce que le lecteur admire ce personnage à travers toutes les formes de perfection qu'elle incarne, que ce soit des formes de perfection physique, en particulier pour les personnages masculins de l'œuvre, successivement le vidame de Chartres, le prince de Clèves et le duc de Nemours, mais aussi parce que elle est regardée par les femmes qui l'entourent comme un être particulièrement pur et rigoureux dans ses pensées et d'un comportement irréprochable, et peut-être que à travers ces éléments-là, elle devient une sorte de modèle idéal et dans lequel les lectrices, cette fois, et elles sont les principales destinataires des romans du XVIIe siècle, eh bien, les lectrices peuvent s'identifier. Deuxième argument, c'est que le lecteur prend en pitié la princesse de Clèves, car elle est victime des circonstances. Elle arrive dans le récit, menée par sa mère à la cour, extrêmement jeune, donc extrêmement naïve, extrêmement sincère dans ses sentiments. On le voit dans sa première rencontre avec le prince de Clèves, elle est particulièrement surprise et gênée par le regard insistant qu'il pose sur elle, même si ce regard n'est pas un regard désagréable. Et face à ça, elle est plongée par sa mère, comme lors d'une sorte de expérience presque scientifique, dans un monde de la cour qui est un monde perverti, un monde dans lequel elle pourrait représenter une sorte de proie. Enfin, le dernier argument, c'est que le lecteur peut prendre la princesse de Clèves comme modèle à travers son désir permanent de pureté. Nous avions vu que les idées de l'auteur la portaient à une version de la religion catholique qui était celle du jansénisme, c'est-à-dire une vision austère qui cherchait le plus possible à s'extraire des tentations du monde qui nous entoure, et peu à peu, eh bien, nous voyons que elle-même, poussée par cette pureté, avoue à son mari son infidélité, en tous les cas en termes de sentiments. On la voit elle-même à travers le roman psychologique et à travers les monologues intérieurs torturés par cette infidélité et cette passion qu'elle voue au duc de Nemours. Et enfin, elle est une sorte de modèle chrétien à la fin de l'œuvre, puisque elle renonce au monde qui l'entoure, à ce monde brillant qui l'entoure, par une forme d'héroïsme de la pureté.